Un soir, il s'est mis à me parler de sa peur d'aller en manifestation. Il m'a dit qu'il n'arrivait même plus à regarder les images, pas seulement celles des violences policières, mais de tout ce qui s'était passé l'année dernière, que ça le retournait, c'était trop fort à revivre. Il m'a dit que pour lui, les manifestations, ça avait été longtemps un truc calme, encadré, neutralisé, une formalité. C'est à ça que ressemblaient les manifestations à Dunkerque où il avait grandi. Ça n'avait pas toujours été le cas. Il y avait des dockers et les chantiers navals, des grèves dures et des manifs où des pneus crament. Mais un jour, ils ont perdu. Les chantiers ont fermé, les dockers ont été précarisés. C'était en 1987 et 90. Il avait 0 et 3 ans. Autant dire qu'il était arrivé trop tard pour voir ça. Jusque-là, son expérience de la police en manifestation, c'était de la voir faire la circulation, comme un sit-in d'Extinction Rebellion. Non, pas ce sit-in-là, celui-là. Puis de l'avoir contrôlé ses copains rebeux à la sortie du lycée, ça aussi, il n'avait pas oublié. Puis est arrivé le 1er mai 2018. La première fois qu'il a été pris dans la foule, les poumons en feu, la première fois qu'il a eu peur. Le plus ironique, c'est que coincé à quelques mètres de là, un an plus tard exactement, pris entre le canon à eau et les grenades de désencerclement, ayant la chance de trouver refuge dans une cour d'immeuble plutôt que dans un hôpital, il avait repensé à ce 1er mai avec nostalgie, comme si c'était le bon vieux temps. Depuis, il n'a plus envie d'aller aux manifestations, parce qu'il a peur, il me dit. Des LBD, des lacrymos, des grenades de désencerclement, comme tout le monde. Mais ce qui le terrifie le plus, c'est eux. Leur absence d'humanité, d'empathie. Il m'a dit qu'il ne savait pas comment réagir face à un homme qui se moque de la souffrance qu'il inflige, qu'il avait découvert que l'homme armé avait toujours raison. Il m'a parlé des fouilles, du fait qu'ils interdisaient de sortir des manifestations en appliquant toujours la même méthode. Allez voir un peu plus loin si vous voulez sortir, ils disent. Et un peu plus loin, c'est la même chose. C'est ça qui le rendait fou. Le fait qu'on lui fasse sentir son impuissance, comme s'il était puni d'être là. Ça rajoutait une couche de colère sur la peur. Il ne pouvait plus voir un policier sans penser. Fasciste de merde, gros porc, connard, fils de pute. Ah non, pute, c'est putophobe, je lui ai dit. T'as raison. Fils de pétain. Il m'a dit qu'il a peur et qu'en même temps, il pense aux maires de la place de Mai, aux résistants sous Franco, aux habitants de Bab el-Oued pendant la décennie noire, à tous ceux qui se sont battus alors qu'ils risquaient bien plus que lui. Et il se sent lâche. Je lui ai demandé si ça lui évitait d'avoir peur de se sentir lâche. Il m'a dit que non. Je lui ai répondu « À quoi ça sert alors ?» Il m'a dit que jusque-là, il avait fait comme tous les gens qui ont un problème. Il m'a aussi dit que ça lui a donné envie d'abandonner, qu'il était allé planter des patates à Saint-Sulpice-le-Garritois dans la Creuse, avec des amis pour préparer l'effondrement. Mais il n'était pas dupe, hein. Ça ne ferait pas s'effondrer plus vite Vinci, Areva, Dassault, Lagardère, Pinault de planter des patates. De toute façon, dans sa tête, c'était tranché. Si on t'envoie pas les flics, c'est que tu déranges pas grand monde. N'est-ce pas ? Le problème, c'est qu'il ne pouvait plus les voir, ça lui tordait les tripes. Pas que les flics d'ailleurs, mais tout ce qui portait un uniforme ou un brassard. Vieille truie, traces de pneus, facho. Il fallait y faire quelque chose avant qu'il se mette à détester les facteurs et les hôtesses de l'air. Alors il est allé voir une psy. Son cabinet était au pied de la tour Eiffel. Vous avez remarqué que c'est plus simple de trouver un psy dans les beaux quartiers qu'à Saint-Denis ? Et ne parlons pas de Saint-Sulpice-le-Garritois dans la Creuse. Depuis son cabinet, la psy avait dû voir passer les gilets jaunes, lors de cette manifestation superbe du mois de février. Elle l'avait écouté, lui avait posé plein de questions et il avait un peu tout oublié finalement. Sauf ce moment où elle lui avait demandé si ça ne le rassurait pas de savoir que les policiers avaient des ordres à suivre. C'était une belle idée, ça, réconfortante, de se dire qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait, qu'il y avait les ordres. Le seul problème, c'est qu'il avait appris à l'école que c'était en suivant les ordres que la police française avait parqué des juifs dans un vélodrome un matin de 1942.
qu'il avait découvert plus tard que c'était en suivant des ordres qu'elle avait précipité dans la Seine des dizaines de travailleurs algériens en octobre 1961. Et si on y réfléchit un peu, les ordres sont-ils si rassurants quand on sait qui les donne ? Mais alors, ça t'a soulagé quand même de voir ces psys, je lui ai dit. Oui, je crois que ça va vraiment mieux et que l'air bain du patronat trace de pneus. Alors il est allé voir un prêtre. Pourquoi un prêtre, je lui ai demandé. Non mais c'est pas ce que tu crois. J'étais au mariage de ma cousine et là, entre le Dijon et la pièce montée aux chouquettes, je me retrouve à côté du prêtre. Il lui a donc parlé de sa peur, du fait qu'il n'y a plus d'endroit sûr en manifestation, plus de lieux où on peut se mettre en sécurité, où l'on peut leur échapper, que tout tient à la chance. Et le prêtre lui a confié « Vous savez, vous n'êtes pas le seul, moi aussi j'ai peur de la police maintenant. »« Ah bon, vous allez au 1er mai ?»« Non mon fils, je vais à un autre type de manifestation. » C'est vrai qu'entre la manif pour tous, les gilets jaunes, les écolos, les urgentistes et les pompiers, il ne doit plus rester grand monde qui ne se soit pas fait gazer en France. Peut-être qu'on pourrait en faire une cause nationale, comme la lutte contre le cancer ou la restauration de Notre-Dame. Le prêtre lui avait ensuite parlé de Salman Rushdie. Salman Rushdie ? Oui, quoi, les prêtres n'ont pas le droit de lire ? Bref, le prêtre lui avait donc parlé de Salman Rushdie, qui connaissait bien la peur parce qu'il s'était retrouvé menacé de mort pour avoir écrit un bouquin inoffensif. Rushdie disait qu'il fallait prendre sa peur, la mettre dans une boîte, mettre la boîte dans un coin de la pièce, comme ça la peur est toujours là, juste elle est dans la boîte, dans un coin de la pièce. Je lui ai demandé si ça avait mieux marché que la psy. Il a fait. Ça a coûté moins cher en tout cas. Alors il est allé voir une guérisseuse, entre 2 plantations de patates à Saint-Sulpice-le-Guérétois. La guérisseuse ne pouvait rien faire pour lui, mais une amie chamane, si. La chamane l'a renvoyé vers une éthiothérapeute, qui lui a conseillé une sophrologue, qui l'a inscrit à une séance de jeu du Tao, où il a découvert que seule une voyante pourrait s'occuper de son cas. Ça commençait à coûter sérieusement plus cher que la psy lorsque la voyante l'a mis en contact avec le fantôme de Lanza del Vasto. De quoi tu parles ? Tu sais, ce type un peu gourou qui a participé à la lutte du Larzac dans les années 70. Ils avaient personne d'autre, je lui ai dit. Sérieusement, ils pouvaient pas t'envoyer Gandhi ou Martin Luther King ? Peut-être qu'ils les réservent pour les grandes occasions. Écoute ce qu'il m'a dit, car le fantôme de Lanza del Vasto lui avait parlé par l'intermédiaire de cette femme et il avait dit « La non-violence, c'est la conversion de la colère. Et d'abord, il faut avoir quelque chose à convertir, bien entendu. Hein. La non-violence du lapin et du mouton ne valent rien, comme dit Andy. Hein. Il faut avoir un tempérament de guerrier pour entrer dans la non-violence avec quelque efficace. » C'est à ce moment-là qu'il a compris. Qu'on soit non-violent ou pas, cette situation nécessitait des guerriers. Était-il un guerrier ? Il n'en savait rien. Il savait qu'il ne correspondait pas à l'image qu'on se fait du guerrier, mais qu'en même temps, l'image qu'on se fait du guerrier est assez foireuse. Et il savait qu'il avait sa peur et sa colère. D'une certaine manière, cette pensée le rassurait. Si on est un guerrier, c'est bien qu'on fait quelque chose d'héroïque, non ? Même si ça consiste à se faire fouiller, à courir, à se geler les miches sous la pluie, c'est déjà héroïque. Certes, moins que les maires de la place de Mai, que les manifestants algériens, libanais, chiliens ou hongkongais, mais un petit peu héroïque quand même. Et d'une certaine manière, si on fait quelque chose d'un petit peu héroïque, c'est normal d'avoir peur.